Bon, bonjour Thomas Gall, Bonjour, un grand merci de nous recevoir aujourd'hui au sein de vos bureaux de Tea Thailand à Bangkok. Voilà, donc nous allons passer une petite demi-heure entre tous les deux afin d'échanger sur votre parcours, votre profil et aussi sur vos convictions et votre vision de votre travail et du coup de l'environnement et de l'avenir de la Thaïlande à terme. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Raphaël, bienvenue. Merci. Je suis Thomas Gall et je suis le fondateur de Tea Thailand. On est spécialisé dans les solutions d'économie d'énergie et ça fait depuis 2015 maintenant. D'accord. Après un parcours à l'étranger dans des sociétés industrielles. Effectivement, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers à Paris en 1999 et ensuite vous avez commencé, vous avez travaillé plus de 7 ans pour le groupe Lafarge. C'est ça, ouais. J'ai fait en Angleterre, puis en Corée du Sud, et en Thaïlande, puis en France, puis un changement de parcours après 10 ans de carrière dans ce beau groupe où j'ai repris une entreprise familiale d'électricité à Nice. Et de fil en aiguille, après un certain temps en France, je me rendais compte que ma passion pour l'Asie était un peu plus forte que ce que j'imaginais. Voilà. Et donc on a changé de destination et de parcours pour revenir en Thaïlande et s'installer de manière autonome et créer la société. Donc, du coup, dans une optique de développement durable, qui est un enjeu très fort dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain, est-ce que vous avez une certaine conscience écologique qui était innée en vous ou qui est plus venue au fur et à mesure? Je pense que ça vient de l'éducation que peuvent donner les parents. Mon grand-père était jardinier. J'ai toujours grandi à la campagne, aller récupérer les légumes dans le jardin, aller prendre une tomate et puis la manger comme ça au soleil, aller récupérer le miel des ruches avec mon grand-père. Donc forcément, on a un peu une fibre naturelle environnementale. Puis il y a eu Tchernobyl à l'époque où on disait que les nuages s'arrêtaient à la frontière. Et puis quand on voyait ce qui se passait dans le jardin, on voyait qu'il y avait des courgettes qui étaient vraiment très très grosses. Donc on se dit, ouais, il y a quand même quelque chose. Non, je pense que c'est une fibre qui est quand même innée. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, effectivement, quand on fait un parcours d'école d'ingénieur, on est curieux. Puis en 99, j'ai eu comme professeur une personne qui était conseiller auprès du cabinet de Lionel Jospin à l'époque, qui était Premier ministre, et qui faisait environnement et aménagement du territoire. Ce type-là nous expliquait que si on faisait rien à l'époque, d'ici une trentaine d'années, le sud de la France aurait pour climat le nord de l'Afrique. Parce que le réchauffement climatique fait que les lignes climatiques remontent. Progressivement, on y arrive, quoi. Et c'était en 99. Et aujourd'hui, on est en 2019. Et on se dit que dans 10 ans, si on fait rien, c'est la fin, quoi. Et avec tous les problèmes migratoires que cela va engendrer, parce qu'il y aura des zones sur Terre qui seront plus vivables. Depuis 20 ans, en fait, déjà, vous étiez sensible à la préservation de l'environnement parce que vous aviez cette conscience que les sociétés contemporaines fonctionnaient d'une manière où l'environnement était peu ou pas du tout pris en compte. Dans le monde industriel, comme dans le groupe Lafarge où je travaillais, je peux dire qu'ils font quand même beaucoup pour préserver l'environnement, pour développer des solutions qui permettent d'être efficaces énergétiquement, de réduire leurs émissions dans leur processus de production. On a la chance en France d'avoir des groupes qui sont quand même soucieux de ces thématiques et de cet enjeu. Peut-être pas autant que ce qu'il faudrait, mais au moins à l'époque, ce groupe-là était déjà un peu en avance et avait cette conscience qu'il fallait agir. Exactement, chaque usine a un directeur environnement. Mon premier projet avec eux, c'était de créer un système qui mesure en permanence tous les produits d'emballage, tous les déchets potentiels d'emballage liés à la production, quoi. Donc c'était en 99, quoi. Il y a plus de 20 ans. En Angleterre, c'était le premier projet. Deuxième, c'était en fait de la réutilisation d'un déchet industriel, de purification des fumées de centrales thermiques, et de réutiliser ces boues en fait pour produire des plaques de plâtre.
D'accord. Donc ils étaient vraiment... Il y a un processus, il y a une vraie innovation derrière Exactement. ces plaques de plâtre. Je suis rentré chez eux par concours de circonstances et d'opportunités, mais en fait c'était... Vous êtes tombé déjà, là où il fallait tomber, ça vous a permis de vous former. Il y avait déjà une conscience environnementale dans ce groupe-là. Ça faisait écho en vous avec vos valeurs et vos sensibilités. Du coup, vous nous avez parlé de réduction de factures énergétiques. Donc justement, maintenant, votre entreprise T-Thailand est basée sur un processus qui nous vient du Japon, qui permet de réduire de plus de 25% en moyenne la facture énergétique des bâtiments. Et ce processus qui vient du Japon, ce sont des grilles que vous mettez dans la ventilation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus c'est ça. Le concept de votre entreprise? La société familiale en France, c'était plutôt le domaine électricité. Donc il y avait déjà les LED, tout ça à l'époque, au niveau de l'éclairage et les solutions smart. Mais en arrivant ici, quand on a quitté Bangkok pendant plus d'une dizaine d'années et qu'on voit la vitesse à laquelle ça s'est construit de partout, ça fait un choc. On n'a pas l'habitude d'avoir ces vitesses de développement-là en Europe. Et si on va en Chine, là c'est encore pire, c'est juste incroyable. Et on se dit, mais il y a une consommation qui doit être complètement incroyable. Naturellement, je suis venu à proposer des solutions d'économie d'énergie comme les LED, la domotique, des choses comme ça. Et un jour, une opportunité, je rencontre un Japonais qui a une 60aine d'années, par hasard, par le biais d'amis. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et il était instituteur dans une université au Japon. Il a développé une solution à base de céramique, qui est en fait un filtre qu'on rajoute dans les climatisations et qui permet d'économiser 25% en moyenne sur la facture d'électricité de la climatisation. Mais comme dans des pays comme la Thaïlande, si on prend un hôtel par exemple, la facture d'électricité, entre 55 et 75% de cette facture, c'est la climatisation. Oui. Tous les bâtiments sont climatisés, vu le climat ici et la chaleur permanente. Exactement, tous les bâtiments sont climatisés, et même à l'échelle globale, la climatisation dans le monde devient un problème. Tout à fait. Parce que si on parle de CO2, de réchauffement climatique, on parle de gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre le plus répandu, malheureusement, c'est le CO2. Tout à fait. Hier, il est sorti des articles comme quoi on a battu le record. Depuis que le monde existe, on a plus de 415 ppm en CO2. Ça date d'hier, c'est nouveau. Enfin, tout à fait. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais tous les jours, il y en a plus en plus. Procrastination des sociétés contemporaines. Et on n'a pas forcément l'idée de penser que c'est à cause de l'électricité la plus grosse partie, quoi. L'électricité, la production électrique, c'est 40% des émissions de CO2, quoi. Donc, quand vous êtes arrivé ici, que vous avez transféré l'entreprise en France pour totalement reconstruire de zéro ici en Thaïlande, est-ce que vous avez fait face à des difficultés particulières? Il a été dur de trouver des clients, ou il fallait juste en fait que des acteurs tels que vous s'implantent pour qu'ensuite, parce qu'il manquait une offre en fait, la demande était là, mais il manquait une offre de service? Les portes en Thaïlande s'ouvrent facilement. C'est un gros avantage par rapport en Europe où, bon, maintenant avec le domaine des startups ça a peut-être un peu changé et évolué depuis le temps, mais si on connaît personne, on a un peu du mal à avancer. Ici, même en connaissant personne, en frappant aux portes, les portes s'ouvrent, les gens sont intéressés et donnent leur chance. Donc à partir de là, une fois qu'on est rentré, on peut démontrer que la solution fonctionne. C'est ce qu'on a fait. On a eu la chance aussi d'avoir frappé à la porte de l'ambassade de France qui nous a ouvert ses portes. Et on a fait des grands essais sur plusieurs mois, couronnés de succès. Du coup, ça a fait une première référence, puis dans les groupes hôteliers. Et donc les portes s'ouvrent assez facilement. La difficulté, c'est le produit étant tellement innovant. Il faut qu'il soit bien intégré par les clients. Voilà, il n'y a pas de référence. Les gens ne peuvent pas comparer à ce qui existe ailleurs sur le marché, vu que c'est unique. Voilà. Et là, on a affaire à, bien souvent... barrière psychologique, peut-être. Psychologique, peut-être, culturelle aussi, surtout avec les sociétés thaï. Culturelle et aussi de niveau d'éducation, parce que quand on explique le principe au fond, il faut avoir affaire à des ingénieurs qui connaissent bien, et malheureusement on n'a pas toujours affaire à
le développement c'est durable pas, voilà. et la préservation de l'environnement, l'écologie sont quand même des problématiques qui émergent, surtout en Occident, Voilà. parce que les marchés sont matures et parce que C'est du pas coup, encore une priorité c'est vrai. ici. Est-ce que vous pensez que c'est l'enjeu de votre entreprise? Comment vous voyez votre entreprise dans les 5-10 ans à venir? L'enjeu, il est grand parce qu'il faut quand même que la Thaïlande réalise non seulement la problématique environnementale, parce qu'un kilowattheure produit en Thaïlande, c'est 497 grammes de CO2. Bon, si on compare à la France, évidemment, en France, on est vraiment très bas, on est à 50 et quelques grammes de CO2 par kilowattheure. Mais en dehors de la problématique des émissions de CO2 liées à la production d'électricité, c'est aussi le sourcing. Ils ont fait tous les barrages possibles, ils construisent d'autres barrages en Chine sur le... Mais le problème des barrages, c'est que ça détruit quand même la faune, la flore, l'environnement. Il faut bouger des populations. Et après, il faut pouvoir produire, quoi. Et même en mettant des panneaux solaires de partout, c'est compliqué de produire autant qu'une centrale nucléaire, avec des besoins qui explosent de partout, quoi. Si on prend, c'est difficile de faire face à la croissance fulgurante de ces pays. C'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc, d'une part, il faut qu'ils produisent plus. Quand on voit, ils construisent des shopping centers à Bangkok de partout. Il y en a encore un à côté qui s'est ouvert il y a quelques mois. Si on prend les 10 plus grands shopping centers de Bangkok, ça consomme autant qu'une ville de 800 000 habitants, quoi. C'est impressionnant. C'est énorme. Tout à fait. Si on fait rien, ils vont dans le mur, ils vont avoir des ruptures énergétiques. En Chine, déjà, ils commencent à couper l'électricité à certaines usines, un jour par semaine, pour pouvoir... Bien sûr. Et est-ce que vous pensez justement que l'enjeu de préserver cet environnement, d'être plus soucieux de l'écologie et de l'impact sur les émissions de CO2 de toutes les entreprises toutes confondues, est-ce qu'il faut que ça vienne plutôt d'individualité personnelle, que les personnes entreprennent, agissent parce qu'ils sont convaincus qu'il faut agir, ou bien que les institutions, les gouvernements mettent en place des restrictions comme on a des lois en France comme le pollueur-payeur ou ce genre de choses, ou bien les deux? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la Thaïlande? Je pense que les deux sont indispensables. Aujourd'hui, on est face à un mur, on fonce droit dedans. Là, il faut vraiment que tout le monde, les institutions, les individus. Les individus, oui, bien sûr, il faut commencer à être éco-responsable au niveau individuel, dans son entreprise, avec sa famille, avec ses amis, mais aussi au niveau institutionnel, parce que si les institutions ne forcent pas les industriels à proposer des solutions, je veux dire, ou si les institutions ne changent pas leur programme d'éducation, si on n'éduque pas les jeunes, on est perdu. À Bangkok, on a toutes sortes d'universités, on en a qui sont vraiment éco-conscientes, qui ont des solutions, qui amènent des solutions, qui ont des unités de valeur sur l'environnement, d'autres où il ne se passe rien. Voilà, il faut développer l'éducation, que les jeunes comprennent les enjeux auxquels ils font face, quoi, particulièrement à Bangkok. Nos générations peuvent plus dire, comme la génération de nos parents, etc., que c'est dans 50, 100 ans. Parce que maintenant, on y est. Je trouve qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. Il y a vraiment une asymétrie d'information où les jeunes ne se rendent pas vraiment compte ou pas assez compte que c'est aujourd'hui que tout se joue. Parce que c'était déjà il y a 10 ans, déjà il y a 20 ans, déjà il y a 30 ans. Et on a sans cesse repoussé. C'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il faut un peu agir et mettre l'environnement, la préservation de notre faune et flore au cœur du capitalisme et essayer de créer une sorte de capitalisme vert. Certaines personnes y croient, d'autres non. Mais je pense que ça peut être une bonne mentalité à adopter. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est la chance qu'on a dans des pays comme la Thaïlande, c'est que quand il y a des décisions qui sont prises, elles sont appliquées rapidement. Tout à fait. Il y a encore 2 ans, on trouvait des pailles en plastique de partout, dans tous les restaurants, dans tous les bars, dans tous les restaurants de rue. Dès qu'on vendait une bouteille en plastique d'eau, il y avait une paille. Il y a eu une campagne de communication qui a été faite à l'initiative de privés. Et d'un coup, il y a des solutions qui sont apparues sur des pailles ou biodégradables ou en bambou. Et en quelques mois, on voit beaucoup moins de pailles en plastique vendues dans les rues de Bangkok, quoi. Donc ça se fait rapidement, peut-être plus rapidement qu'en Europe. Maintenant, il faudrait que ce soit la même chose à tous les niveaux, quoi, que les gens prennent conscience que
Un hôtel qui, je parle de l'hôtellerie parce que je travaille dedans, mais d'avoir conscience que chaque geste est important. Tout à fait. Un hôtel produit par mois, un hôtel de 500 chambres, c'est plus de 900 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. 900 tonnes par mois. C'est un chiffre, c'est un très gros chiffre, on a du mal à y croire. Ouais, mais c'est la réalité, quoi. Donc il faut effectivement que les jeunes en prennent conscience. Donc l'éducation, c'est primordial. Merci beaucoup pour nous avoir expliqué justement ce qu'est votre entreprise et votre vision, vos convictions, parce que c'est très riche pour nous et pour les étudiants de notre école et plus encore. Merci. Thomas, pour terminer un peu ce moment passé ensemble ici au sein des bureaux de Tea Island, est-ce que vous auriez un message à faire passer pour des étudiants qui veulent entreprendre dans le développement durable et qui ne savent pas trop comment faire, ou un message tout simplement à faire passer pour les générations à venir ou les personnes qui nous écoutent? Le message que je ferai passer, c'est d'une, de ne pas perdre espoir, de rester curieux, de s'intéresser aux nouvelles technologies, d'avoir soi-même dans son mode de vie quotidien un comportement responsable. Tout à fait. Après, je ne pense pas qu'il y ait un parcours spécifique pour essayer d'avoir cet impact recherché, et quel que soit, je dirais, l'environnement économique dans lequel on évolue, quelle que soit la société, vouloir travailler en Formule 1 ou dans une industrie de luxe comme L'Oréal, du ciment, dans l'industrie de luxe comme L'Oréal ou Louis Vuitton, je pense que ce qu'il faut, à mon sens, c'est être convaincu et avoir l'énergie nécessaire pour faire évoluer tout ce monde industriel. Quand on intègre les sociétés, d'essayer de bouger les lignes, d'essayer de faire changer le monde à tous les niveaux. C'est tout le monde, progressivement, on peut arriver à faire bouger les lignes dans n'importe quelle société, que ce soit un monde industriel, du luxe, dans le milieu hôtelier, de partout, quoi. C'est là où justement il a les individualités personnelles, entreprendre dans sa vie, être acteur du changement de demain, prend tout son sens, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est. Si on est convaincu, si on fait des petits gestes, des petites actions dans sa vie qui permettent justement d'être plus soucieux de l'environnement et de réduire son impact, c'est un peu par ce biais-là que fera naître une sorte de conscience collective et donnera envie au gouvernement de tous les pays du monde de se dire là, il faut vraiment changer, parce que les gens commencent à ancrer en eux ces thématiques-là et ces enjeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? Oui, je pense que ce qui fait la richesse du monde, effectivement, c'est chaque individu apporte quelque chose. Chaque profil, selon les études, on prend un ingénieur, quelqu'un qui fait une école de commerce, un financier, chacun apporte quelque chose. Mais si on a cette fibre en soi, faut la laisser s'épanouir. Il faut l'écouter. Faire bouger les lignes. Je dirais, même un banquier peut essayer de faire bouger les lignes dans sa banque en évitant de faire des transactions Bitcoin qui consomment 4000 fois plus qu'une transaction Visa, par exemple. Il n'y a pas de métier spécifique à l'environnement, c'est de partout, tout le temps, tous les métiers, quel que soit l'environnement professionnel et quel que soit le background. On peut y arriver si tout le monde s'y met. Il ne faut pas avoir peur de... Il faut être optimiste. Exactement, il ne faut pas avoir peur de rentrer pour un jeune étudiant qui finit ses études, qui est diplômé d'une école de commerce. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans une société qui n'a pas forcément une belle image environnementale. Mais au contraire, il faudrait vouloir dire je vais rentrer dedans et voir un peu comment on peut essayer de faire bouger les lignes de l'intérieur. C'est ça. Parce que si on arrive à faire bouger les lignes de l'intérieur, plus des institutions qui viennent mettre par des lois, oui, là on peut y arriver. Ça, tout à fait. Il faut faire vite. Il faut faire très vite. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Vous nous avez beaucoup aidé et appris beaucoup de choses. Merci à Maëlys et à toi. Voilà, et à la prochaine, bravo pour votre projet. Il faut des initiatives comme ça de partout dans le monde et le plus possible. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.